l'actualité, les corridors pour l'anneau de croissance de l'Afrique de l'Ouest en abrégé cacao pour accélérer le développement de la sous-région. La table ronde des bailleurs de fonds qui vient de s'achever à Abidjan en Côte d'Ivoire a permis de mobiliser plus de 1750 milliards de francs CFA pour le financement de projets structurants. En quoi consiste cette initiative et quels sont les pays concernés? On en parle dans ce journal. Et dans ce journal, la mauvaise gestion des véhicules de l'État. Ils sont nombreux ces véhicules dans les services déconcentrés qui souffrent de réparations parfois mineures. Et l'État, qui a la réputation auprès des garagistes d'être un mauvais payeur, pourquoi cette situation et quelles sont les conséquences sur les activités de ces services? Constat à suivre dans cette édition. Et l'invité de cette édition, le directeur général du FAPA, le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage, le réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle, réunit ses membres du 24 au 26 juillet prochain à Ouagadougou pour des assises sous-régionales. Le Burkina fait partie de ce réseau et le directeur général vient nous parler des enjeux de cette rencontre. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver. Des projets structurants pour 5 pays de la sous-région réunis au sein des corridors pour l'anneau de croissance en Afrique de l'Ouest. Une initiative qui vise au renforcement de l'intégration sous-régionale à travers le développement économique. Plus d'une centaine de projets devraient être mis en œuvre dans 5 pays. Ce 18 juillet à Abidjan en Côte d'Ivoire, ces pays se sont retrouvés pour une table ronde des bailleurs de fonds. Pour la période 2020-2040, la table ronde a pu mobiliser plus de 1750 milliards de francs CFA. De retour d'Abidjan, les explications de Adama Koulibaly. Le plan directeur de l'aménagement des corridors pour l'anneau de croissance en Afrique de l'Ouest cacao vise la transformation de l'économie et la structure spatiale sous-régionale en vue du développement des secteurs économiques des zones intérieures aux côtières. Il concerne les 4 corridors qui sont Abidjan-Ouagadougou, Tema-Ouagadougou, Lomé-Ouagadougou et Abidjan-Lagos. Cette table ronde des bailleurs de fonds vise à mobiliser les ressources pour le financement de ce plan d'aménagement. Le projet du plan directeur d'aménagement de l'anneau de croissance de l'Afrique de l'Ouest est issu, comme l'a rappelé l'ambassadeur du Japon, de la déclaration de la TICAD 5 qui s'est tenue à Yokohama, au Japon, en juin 2013 et qui préconisait d'initier partout sur le continent africain des projets structurants pour booster le développement des pays à partir des corridors. À cet effet, les organisations régionales furent retenues pour parrainer de tels projets. C'est ainsi que pour l'Afrique de l'Ouest, la commission de l'UEMOA a été identifiée comme partenaire stratégique. L'UEMOA s'en réjouit, mais reste consciente qu'un ambitieux projet d'intégration économique et monétaire est en construction dans le grand espace communautaire de l'Afrique de l'Ouest. Plus d'une centaine de projets seront mis en œuvre dans le cadre du plan directeur d'aménagement cacao pour un besoin de financement de plus de 36 milliards de dollars US, soit plus de 20 000 milliards de francs CFA. En notre qualité de chef de file des partenaires techniques et financiers sur l'opération, je voudrais réaffirmer l'engagement de la BOAD à prendre une part très active dans la mobilisation de financement requis pour la mise en œuvre des projets du cacao. Plusieurs projets ont d'ores et déjà été identifiés, dont 5 au Burkina Faso, 2 en Côte d'Ivoire, 3 au Togo, 2 au Bénin, pour une contribution globale de la BOAD estimée à 1 000 milliards de francs CFA. Il pourrait faire l'objet de financement en prêt direct ou d'accompagnement et à la mise en œuvre en mode PPP. À l'issue de cette table ronde, les échanges entre les pays et les différents PTF ainsi que le secteur privé ont abouti à des intentions de financement de plus de 1750 milliards de francs CFA. Les intentions de financement d'un montant global de 1752 milliards de francs CFA, soit 3,186 millions de dollars US, permettront la réalisation de la première phase des projets prioritaires dans le secteur de l'agriculture, des infrastructures, du transport, de l'énergie, des technologies de l'information et de la communication, ainsi que du commerce. Le plan directeur d'aménagement des corridors pour l'anneau de croissance en Afrique de l'Ouest s'étend sur la période 2020-2040 et couvre 5 pays que sont le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin et le Ghana.
Il s'appuie sur 4 leviers, à savoir le développement des secteurs économiques sous-régionaux, l'accroissement de la taille des marchés, le renforcement de la connectivité nord-sud, ainsi que la sécurisation du développement inclusif et durable. À la rencontre d'Abidjan, le Burkina Faso a présenté 27 projets qui nécessitent plus de 2800 milliards de francs CFA. À la rencontre, on a pu noter plus de 900 milliards de francs CFA d'intention de financement. Ce sont des projets dans le domaine de l'agriculture, les infrastructures ou encore l'énergie. Explication avec Adama Koulibaly. 27 projets seront mis en œuvre au Burkina Faso dans le cadre du plan directeur de l'aménagement des corridors pour l'anneau de croissance en Afrique de l'Ouest cacao. Pour l'ensemble de ces projets qui concernent tous les secteurs de développement, plus de 2810 milliards de francs CFA sont à rechercher. Et pour la délégation gouvernementale, les intentions de financement augurent de belles perspectives. Sur un total des intentions de financement de 1752 milliards de francs CFA, le Burkina Faso s'en sort avec 995 milliards de francs CFA. Nous sommes également satisfaits parce que deux importants projets que sont le port sec de Ouagadougou et les deux zones économiques spéciales de Ouagadougou et de Bobo ont obtenu aussi des intentions du secteur privé. Pays à fort potentiel agricole, ce secteur occupe une place prépondérante dans les projets présentés par le Burkina Faso. Nous avons 5 grands projets. C'est les 3 agropôles. L'agropôle de Bagré, l'agropôle du Sourou et l'agropôle de Samandini. Ensuite, nous avons la centrale d'achat pour les intrants et mécanisation agricole, la Caïma. Et le dernier, c'est surtout au niveau de la mécanisation agricole. Et nous pouvons être très très satisfaits parce qu'avec l'ensemble des bailleurs de fonds, nous avons quand même les 3 agropoles qui ont quand même des intentions de financement, soit 850 milliards de francs CFA. Le secteur privé burkinabé qui a participé à cette table ronde des bailleurs de fonds compte aussi jouer sa partition dans le financement des projets tant au Burkina que dans d'autres pays. La délégation que j'amène a pu choisir certains projets dont ils sont intéressés, a pu avoir des contacts avec les représentants des différents pays et les discussions se poursuivront. Le Burkina Faso, nous avons saisi le projet de port sec, là où on va déménager tout ce qui est Ouara-Inter vers Tanindasouri, y compris la douane et puis la CCVA, ce qui permettrait quand même les poids lourds de ne pas rentrer dans la ville de Ouagadougou. Après cette phase des intentions de financement, les négociations vont se poursuivre entre les différents partenaires en vue de s'accorder sur les types et modalités de mise en œuvre des projets. Autre actualité dans ce journal, plus d'une soixantaine de jeunes de plusieurs régions du Burkina Faso ont achevé à la fin de cette semaine à Kaya une formation sur le leadership et la participation citoyenne. Une session destinée à doter ces jeunes de connaissances en matière de management des hommes. Siedi Laréenne, Zoubaviel David Dabiri. À l'initiative du Conseil régional des jeunes du Centre-Nord, ils sont 70 leaders du mouvement associatif de la région à prendre part à cette session de formation. Pendant 2 jours, ils se sont familiarisés aux notions d'engagement participatif et citoyen et de leadership. La session couronnée ici par une remise d'attestation marque le début des activités du nouveau bureau du Conseil régional des jeunes du Centre-Nord. Depuis 2018, le Conseil national de la jeunesse a procédé au renouvellement de ses instances et à la mise en place des bureaux provinciaux et communaux, puisque la déconcentration n'était pas encore arrivée à ce niveau-là. Alors il paraîtrait quand même utile et très urgent pour nous de renforcer les capacités de ces nouveaux membres-là qui viennent d'arriver. Les participants se disent satisfaits des rudiments acquis au cours de la formation. Ils devront les partager avec les autres membres de leurs associations respectives disséminées dans le Centre-Nord. Les partenaires de l'activité n'en demandaient pas mieux. En réalité, notre problème, ce n'est pas un problème de pauvreté, c'est un problème de mentalité. Et c'est les formations, c'est les renforcements des capacités qui vont faire évoluer les choses. Si chaque jeune comprend qu'il est un acteur du développement, si chacun de nous prend conscience que le développement ne viendra pas d'ailleurs, mais que le développement c'est nous-mêmes,
alors le Burkina va aller loin. Au regard de ce que nous vivons aujourd'hui, c'est de notre devoir réellement d'accompagner la jeunesse, surtout dans le domaine de la citoyenneté. Le Conseil régional des jeunes du Centre-Nord entend ainsi faire du renforcement des capacités des jeunes une priorité selon son président. L'élaboration des projets et plans d'action et les recherches de financement sont déjà en ligne de mire, foi de Mohamed Sawadougou. L'association Belouette, avec l'appui du Japon, a procédé ce matin à Dapelgo, dans l'Oubli-Tenga, à l'inauguration de son centre de formation agro-silvo-pastoral Burkina Sompayimdi, une école professionnelle qui vise à outiller les paysans du Burkina Faso et de la sous-région en technique agro-silvo-pastorale pour produire plus et mieux. Donc Bakouda et Solange Guigma étaient témoins de l'inauguration compte rendue. La terre bien travaillée est notre meilleur avenir qui nous délivrera de tout. C'est la conviction de l'association Belouette de l'Arléna Batigré. D'où la réalisation de ce centre de formation agro-silvo-pastoral à Burkina Sompayimdi qu'il inaugure ce jour 20 juillet 2019 dans le but de faire du travail de la culture une culture du travail. Ces paysans qui nous font vivre, ils sont dans la misère, ils sont dans la faim, la pauvreté. Non pas parce qu'ils ne veulent pas sortir de ce carcan, de ces difficultés, mais simplement parce qu'il leur manque la lumière qui sied. Et ayant la chance d'avoir des amis, ayant la chance d'avoir des partenaires au développement comme soutien, je me suis dit qu'il faut entreprendre quelque chose dans l'éducation de tous les paysans burkinabés et de la sous-région pour produire plus et mieux, pour changer leur niveau de vie au quotidien. C'est en ayant foi au potentiel agricole du Burkina et en étant convaincu que ce centre de formation peut contribuer à faire du pays le grenier de la sous-région que le peuple japonais a consenti 46 millions de francs CFA pour la réalisation de cette école professionnelle. Nous mettons l'accent sur le développement agricole et l'éducation. Ce sont des deux secteurs qui sont secteurs clés pour le ressort économique du Burkina Faso. C'est dans ce contexte-là que je suis déterminé de travailler en tant que l'homme d'action. On fait tout de suite, on réalise tout de suite le projet là et donc on continue de coopérer. Pour nous, au ministère en charge de l'agriculture, c'est la bienvenue et nos services techniques compétents sont disponibles à accompagner ce centre pour qu'il s'insère effectivement dans l'ancrage institutionnel. Environ 200 personnes ont été formées dans ce centre, 6 à Dapelgo dans la province de l'Oubli-Tenga. Ce cadre de formation est ouvert à toute personne désireuse d'acquérir des compétences en agro-silvo-pastoral pour une formation à la carte. On en vient à la page entretien de ce journal. Je vous l'annonçais en titre. L'invité de ce journal, le directeur général du FAPA, le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage, M. Issaka Kaboré. Bonjour. Bonjour, M. Foussenikino. Merci de venir répondre à nos questions. Le réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle réunit ses membres à partir du 24 juillet à Ouagadougou pour des assises sous-régionales. Avant de parler des enjeux de cette rencontre, c'est quoi le réseau africain? En abrégé, vous dites RAFPRO. Voilà. Le RAFPRO, comme vous l'avez dit, merci de me donner la parole. Et c'est le réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle, et créé en 2006 et qui regroupe 12 institutions et fonds provenant de 11 États membres. Et 11 États membres parce que seulement il y a un des États où il y a 2 institutions, notamment le Sénégal. Alors, le Burkina fait partie de ce réseau-là et c'est un cadre de réflexion et une force de proposition en matière de développement des compétences au profit des États membres. Et il faut dire que chaque année, le réseau tient son assemblée générale ordinaire
Et en 2019, c'est le Burkina Faso qui accueille ce réseau. Mais il faut rappeler que depuis que le réseau existe, depuis 15 ans, le Burkina n'a jamais eu l'occasion d'abriter une assemblée générale pour diverses raisons. Et cette année particulièrement, et grâce à l'accompagnement de nos autorités, nous accueillons cette assemblée générale ordinaire. Oui, et quels sont les enjeux de la rencontre de Ouagadougou? Il faut dire que la particularité de la rencontre de Ouaga, c'est qu'en dehors de l'agenda ordinaire d'une assemblée générale, il n'y a qu'en marge de cette AG, deux thématiques majeures qui concernent la vie de nos institutions seront développées. Une sous forme de table ronde sur la question du financement et de la formation professionnelle et un autre thème sur la démarche qualité au sein de nos institutions et fonds. Donc l'enjeu vraiment c'est d'aboutir à des recommandations fortes qui puissent vraiment permettre à nos institutions d'améliorer leur gouvernance. Et aussi, pour ce qui concerne le FAFPA du Burkina Faso qui accueille cette AG, c'est aussi l'occasion pour nous d'amplifier notre communication vis-à-vis de nos partenaires, parce qu'on a besoin de communiquer sur ce que nous faisons et c'est vraiment une opportunité pour nous. Oui, on le sait, monsieur le directeur, les questions de formation des jeunes, d'employabilité des jeunes sont centrales pour nos pays. Est-ce que les fonds qui composent ce réseau ont les moyens d'arriver à déployer les politiques auxquelles elles se sont données? En principe, c'est la raison d'être de ces institutions-là. Leur mission, c'est de faire de la formation à finalité d'emploi pour nos jeunes. Mais pour que cela soit vrai, il faut que les formations dispensées soient en adéquation avec le besoin de nos économies, ce qui n'est pas souvent le cas. Et par exemple, souvent il y a des jeunes qui sont formés et qui n'ont pas d'emploi au niveau de nos entreprises, simplement parce que l'adéquation entre la formation et le besoin de l'économie n'est pas toujours pas garantie. Et cela même justifie la thématique sur la démarche qualité que nous voulons développer lors de cette Assemblée générale. Parce que la question c'est de voir comment donner de la formation de qualité à nos jeunes et qui puissent vraiment être profitables à notre économie. Et au Burkina Faso, cela veut dire quoi? Que vous suppléez un peu ce dispositif classique de formation des jeunes, ou comment ça se passe? Ou bien vous intervenez juste avec les fonds, mais vous essayez d'avoir des recommandations pour permettre que ces formations soient véritablement adaptées? Non, le fonds, par exemple le FAFPA, c'est un établissement public de l'État. Donc ce sont des ressources de l'État, c'est une structure de l'État qui est dédiée à la formation des jeunes, la formation professionnelle, et dans le cadre d'abord de la formation continue au niveau des entreprises et aussi de la formation par apprentissage. Donc nous formons, et grâce à l'appui d'un certain nombre de partenaires, des jeunes, mais l'objectif c'est vraiment de former des jeunes qui puissent être opérationnels sur le moment de l'emploi. Voilà. Oui, et est-ce que en tant que fonds public, vous n'éprouvez pas de difficultés pour mobiliser? Parce qu'on le sait, la plupart du temps, tout ce qui relève de la souveraineté a souvent des difficultés. Oui, c'est juste, c'est une question qu'on peut apprécier en fonction des pays, parce que, comme je l'ai dit, il y a 11 pays qui composent le réseau, et la question de la mobilisation des ressources est vraiment une question primordiale, et c'est une difficulté que nous rencontrons, parce que les fonds publics se font de plus en plus rares. Et il y a des pays qui ont des expériences où ça marche, et là où ça marche aussi, nous savons pourquoi ça marche, parce que il y a au niveau de nos États une taxe qu'on appelle taxe patronale d'apprentissage qui est en principe dédiée à la formation professionnelle. Donc certains pays ont pu trouver je sais pas, le modèle pour que cette taxe soit reversée directement à la structure qui est chargée de la formation professionnelle. Bon, certains pays encore, d'autres pays comme le nôtre, on continue de plaider auprès des autorités pour que la taxe dédiée à la formation professionnelle puisse être reversée
à la CESU. Ça fait environ 8 Est-ce milliards. que les entreprises versent ces taxes? Je crois que les entreprises versent ces taxes, mais le dispositif réglementaire dans notre pays ne permet pas que ces taxes soient directement reversées. On parle d'unicité des caisses. Voilà, justement. Donc, il faut vraiment trouver les modalités pour que cela soit le cas. Mais nous continuons le plaidoyer grâce à l'appui de notre ministre, M. Salfi Touré, qui nous accompagne dans ce sens et a fait le plaidoyer auprès des autorités pour que cela soit une réalité. Oui, M. Kabore, rappelez-nous, les 24, 25 et 26 juillet, qu'est-ce qui va se passer concrètement, Ouaga? Alors, les 24, 25, 26, on aura l'Assemblée générale ordinaire, c'est le 26 juillet. Là, ça concerne seulement les membres statutaires du réseau. Mais avant cela, on aura une cérémonie officielle d'ouverture le 25, présidée par son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Et cette cérémonie d'ouverture sera suivie d'un atelier thématique sur la démarche qualité dans nos institutions. Mais en marge aussi, donc le 24, il y aura la table ronde sur le financement et la formation professionnelle. Il faut dire que dès demain, il y a le comité des experts qui se réunit pour travailler sur les différents documents qui vont permettre de tenir l'ensemble des activités. Merci à vous, M. Issa Kabore, d'être passé nous donner toutes ces informations. Je rappelle que vous êtes le directeur général du FAPA, le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Et vous êtes venu nous parler d'une rencontre du réseau ouest africain. Voilà, le réseau africain des fonds et institutions qui financent la formation professionnelle et l'apprentissage. Et ouest africain, mais il y a 3 pays de l'Afrique centrale qui sont membres de ces réseaux. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Et vous restez avec nous pour la suite du journal. Et pour la suite du journal, on en vient à ce sujet sur la mauvaise gestion des véhicules de l'État. Ils sont nombreux, ces services, donc les garages abondent de véhicules sur cale pour souvent des pannes mineures, voire insignifiantes, dont les réparations ne coûtent pas grand-chose. Une situation qui n'est pas sans conséquence sur les activités de ces services. Constat dans la ville de Banfoura avec Karim Sissé. C'est un véhicule de 2011. Vous voyez, non? Mais si vous voyez le coq, c'est propre. Mais dedans, c'est pas possible. Il n'y a rien qui est bon. Tous les accessoires sont partis. Cette situation n'est pas spécifique à la direction régionale de la santé des Cascades. Presque toutes les autres structures étatiques la vivent au quotidien. Et ce ne sont pas les agents de la direction régionale de l'agriculture des Cascades qui diront le contraire. On a eu un problème, ce véhicule-là, il fonctionnait bien. Maintenant, il y a un problème de moteur, et surtout les bras. Donc, il fait que le chauffeur s'utilise avec ça, mais en temps. On a préféré quand même garder une question de sécurité. Comment comprendre une telle situation quand on sait qu'il existe bien une ligne budgétaire qui prend en compte la maintenance des véhicules de l'État? Le montant qu'on nous alloue, sans se casser la vérité, est très infime par rapport en tout cas aux besoins. Du côté des garagistes, en charge du suivi des véhicules de service public, la situation est également décriée. Non seulement il faut souvent réparer ces véhicules à crédit, mais également le remboursement prend 2 fois du retard. Le paiement là n'est pas du tout facile. C'est ça qui nous bloque d'ailleurs. Le paiement n'est pas du tout facile parce que vous entretenez un véhicule pendant 1 an. Et le paiement c'est fait encore pendant 1 an. Cet état de fait handicape beaucoup les différents services dans l'accomplissement de leur mission. Ici, à la direction régionale de l'enseignement post-primaire des Cascades par exemple, on a quelquefois du mal à encadrer les enseignants sur le terrain. C'est assez difficile au quotidien parce que, par exemple, nous étions dans la période des examens scolaires, donc avec seulement 2 véhicules pour déposer les cantines dans les différents jurys. Donc quand je dis 2 véhicules, c'est un seul véhicule qui est en bon état, puisque le deuxième, là, on a peur même de l'amener très loin de Banfoura. Il n'y a pas de véhicule, par exemple, pour que l'encadrement pédagogique puisse mener ses activités. Donc avec le seul véhicule, on ne peut pas tout faire. Cela, quelque part, empêche le bon fonctionnement du service. À quand la fin de ce calvaire, ils sont nombreux les agents qui se posent sans cesse cette question.
Ces périodes de vacances, période de repos pour les élèves et les étudiants, période également propice pour des activités récréatives. Le Centre de promotion de l'agriculture villageoise à Ouagadougou a initié un cadre d'apprentissage récréatif sur l'élevage des animaux de la basse-cour. Une cinquantaine de vacanciers prennent part à cette session qui va durer 10 jours. Roger Kam ou Moufsissé. Nous sommes au lancement de la 13e édition du camp vacances élevage. Un camp d'initiation au rudiment de l'aviculture et de la cuneiculture. L'objectif du camp vacances élevage, c'est justement de susciter la vocation, cette passion-là d'élevage aux tout jeunes. Leur montrer en fait les b.a.-ba de l'aviculture. Nous allons passer la journée dans les fermes et je pense que ce camp-là, c'est le cadre justement qui permet à ces enfants-là justement d'approcher ces animaux-là, mieux les connaître et puis apprendre à les élever. Et pour nous déjà, donner l'occasion aux enfants dès le jeune âge de commencer à pratiquer, de commencer à s'intéresser à cette activité d'élevage, ça augure un avenir meilleur pour nous, en tout cas pour le secteur de l'élevage. Voilà. Et j'ai bien foi que parmi ces campeurs, il y aura des ingénieurs, il y aura des vétérinaires. Une occasion pour ces campeurs d'acquérir des connaissances sur les caractéristiques, le mode de vie et les principales maladies des animaux de la basse-cour. Comment les soigner, comment les protéger, comment les habiter, tout ça. Au total, 50 enfants dont l'âge est compris entre 6 et 18 ans sont attendus cette année. La formation débute le 22 juillet et prendra fin le 2 août prochain au centre de promotion de l'aviculture villageoise CEPAVI. Du sport pour refermer cette édition, on parle de judo avec le tournoi international de la ville de Ouagadougou. 5 pays prennent part à cette compétition. La première journée a vu une bonne entrée en matière du Burkina Faso. Idrissa Warga, Kalfa Ouattara. Il gagne par Ippon et triomphe parmi 12 judokas chez les moins de 73 kg. Lucas Diallo offre ainsi au Burkina sa dernière médaille d'or de la première journée de compétition au tournoi international de la ville de Ouagadougou en judo. C'était pas facile. J'ai l'habitude de le prendre quand je viens ici. Et c'est un combattant qui est rude, qui est fort physiquement. Donc c'était pas facile, mais ma stratégie a fonctionné en tout cas. Une première journée de compétition survolée par le Burkina Faso avec 8 médailles d'or, 5 médailles d'argent et 6 médailles de bronze. Des satisfactions, mais aussi des griefs. Si on aurait pu, on allait prendre la médaille d'or, mais malheureusement on a eu la médaille d'argent et la médaille de bronze. On peut dire ça va, juste il y a l'arbitrage qu'il faut revoir. Franchement, il faut revoir l'arbitrage, mais à part ça, ça va dans l'ensemble. Du côté de la Fédération burkinabé de judo, organisatrice du tournoi, il y a une double satisfaction. La première journée s'est très bien passée. Les combats étaient d'un très bon niveau. Les pays ont envoyé de très bons combattants. Vous avez même vu, les combats étaient rudes même pour nos athlètes. Et je pense que c'est une bonne chose. Et c'est cela même que nous recherchons en organisant donc, cette compétition-là. Au-delà de donner la compétition, maintenant il faut avoir les résultats. Et je pense que pour la première journée, la moisson est assez bonne. Cette première journée a vu se mesurer une centaine de judokas, tous de poids léger. Et puis ce merci de la gendarmerie nationale pour l'implication et la collaboration. Le sieur Diallo qui était recherché a été retrouvé selon la gendarmerie nationale grâce effectivement à l'appel d'une personne anonyme annonce la gendarmerie récupérée par les équipes des brigades anticriminalité de la police nationale. Il est finalement détenu par la gendarmerie nationale. Voilà, on se sépare sur cette information. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous avec l'actualité ce soir, 20h.